C'est l'une des plus belles réussites marketing de ces dernières années. Bonjour à tous, les céréales du petit déjeuner. Incroyable de l'idée qu'il est préférable de partir le matin en ayant mangé une poignée de céréales plutôt que le ventre vide, ce qui est exact, une évidence. On est arrivé à ancrer dans la tête du consommateur que le bol de cornflakes, chocolat, miel pops et autres trésors est le repas du matin idéal. Chapeau, messieurs les industriels. C'est oublier la bonne vieille tranche de pain. C'est oublier également que la différence est énorme entre les paquets industriels et les céréales, les vraies, les naturelles, celles qui en effet font le plein d'énergie à moindre calories. Je crois qu'il est grand temps de rétablir la vérité. Regardez l'enquête de Guylaine Buffard. Avant, le petit déjeuner, c'était ça. Un bol de lait, du pain, du beurre et de la confiture. Il fallait du temps pour préparer et du temps pour mastiquer. Maintenant, le petit déjeuner, faut que ça aille vite. Des céréales prêtes en un rien de temps. Et avalées tout aussi vite. Aujourd'hui, quasiment tous les enfants et presque un adulte sur deux consomment des céréales. Blé soufflé, pétales, boule au miel, les fabricants multiplient les recettes pour attirer les enfants, les femmes soucieuses de leur ligne et les familles au budget serré. Mais que valent ces céréales ? Si l'on en croit les industriels, les céréales, c'est sain. Elles ne seraient pas trop sucrées et aideraient à lutter contre les fringales. Regarde, c'est des vraies pépites d'énergie. Il faut que tu tiennes le coup toute la matinée. J'ai intérêt, j'ai un match moi ce matin. Notre enquête démontre que ce discours n'est pas tout à fait vrai. Vraiment, si vous voulez faire du mal à un enfant, vous lui donnez des produits comme ça. C'est gras saturé avec du sucre. C'est l'idéal pour rendre obèse et malade en même temps. Il est difficile pour un fabricant comme nous de baisser très vite, très fortement les quantités de sucre, par exemple, parce que les enfants arrêtent de consommer les produits. Et pour vendre, peu importe la prévention contre l'obésité chez les enfants. Nous allons vous raconter comment les deux géants des céréales, Kellogg's et Nestlé, ont fait avorter une loi qui voulait limiter les publicités pour leurs céréales très sucrées. C'est comme si on avait assez pour faire une piscine de chocolat. Mais comment repérer les paquets de céréales saines, qu'ils soient pour enfants ou pour adultes? L'étiquetage actuel avec tableau et pourcentage est difficile à comprendre. Est-ce que vous trouvez que c'est très clair? Non. Non, c'est pas clair. C'est pas très clair. Lucide, liquide, ça me parle pas. Ça me laisse un peu ambigu, je dirais. Mais un système simple avec des codes couleurs va bientôt être soumis au vote à l'Assemblée nationale. Mais en coulisses, les lobbies des céréales s'y opposent. Nous avons suivi cette guerre d'influence jusque dans les plus hautes sphères de la République. Je voudrais qu'on arrête de considérer qu'un ministre, c'est un lobbyiste. Là, franchement, c'est une insulte que vous me faites et que je n'accepte pas. Les céréales ou comment les industriels se font du blé en vous manipulant. Aujourd'hui, dans les supermarchés, des rayons entiers sont consacrés aux céréales. Un énorme marché évalué à 600 millions d'euros. Kellogg's et son principal rival Nestlé
en trust à eux seuls près des 3/4. Face à eux, les marques de distributeurs et les premiers prix grignotent 20% des ventes. Les dernières miettes vont à quelques marques comme Jordan's, Quaker ou Weetabix. Parmi les moins chères, les marques de supermarchés. Ces distributeurs s'inspirent clairement des marques vedettes. Nutritionnellement, il n'y a pas de différence flagrante. En revanche, elles sont entre 15 et 30% moins chères. Qu'elles soient bon marché ou onéreuses, à en croire les publicités, elles sont toutes excellentes pour la santé. Riche en protéines, en vitamines et en fer. Les céréales sont-elles vraiment riches en énergie et faibles en calories, comme le marketing veut nous le laisser croire? Béatrice de Rênal est nutritionniste. Pour elle, il y a clairement des bonnes et des mauvaises céréales. Alors, nutritionnellement, on va conseiller les céréales, les produits de petit déjeuner qui sont le plus proches possible de la céréale native. Donc, par exemple, je vois ici des flocons d'avoine. Donc, le flocon d'avoine, c'est vraiment le grain d'avoine qui est écrasé, qui est aplati. Donc, voilà, ça, c'est vraiment de l'avoine toute simple, toute pure, il n'y a rien d'ajouté dedans. Ça va vous apporter de l'énergie petit à petit à votre corps pendant toute la matinée. Donc, c'est votre meilleure assurance contre les coups de pompe, contre les baisses d'énergie, baisses d'attention et les fringales. Les stars de la diététique, ce sont ces muesli et ces cornflakes qui ne contiennent que le sucre naturel de la céréale. Pour savoir comment elles sont fabriquées, nous nous rendons dans la seule usine en France qui a accepté notre caméra. Nous sommes en Bretagne, près de Rennes, chez Cereco. Ici, nous sommes accueillis par Gérard Le Goff, le patron, et Eric Bronchet, le responsable de la fabrication. À l'intérieur de l'usine, le casque anti-bruit s'impose. Alors, on va mettre le blé, et on met tous les gros ingrédients là. Cette usine s'est spécialisée dans le muesli et les pétales bio, des produits naturels très simples, comme ces pétales d'épeautre. Qui est voisine du blé, mais qui est beaucoup plus rustique. Elle a des qualités nutritionnelles un peu plus intéressantes que du blé, mais grosso modo, c'est quand même une grande cousine du blé. La farine d'épeautre est mélangée à un peu d'eau, puis ressort sous forme de pétales. Pas d'ajout de sucre ni de gras, quasiment pas de calories. On ne peut pas faire plus diététique. Les céréales bio, c'est bien, car sans pesticides et sans produits chimiques ajoutés. En revanche, ce n'est pas toujours une garantie d'équilibre nutritionnel. Par exemple, l'usine produit aussi des recettes beaucoup plus riches, comme ce muesli croustillant chocolat. Les grains sont enrobés de ce liquide, composé de sucre et de gras, et forment des pépites ultra caloriques. Tous les ingrédients qui composent le sirop ont été versés dans cette cuve. Le sucre, le miel, l'huile, l'eau, le sirop de riz, etc. La poudre de cacao. Donc le sirop, c'est principalement ce qui sert d'agglomérant, de liant, pour qu'on puisse former des petites pépites de flocons de céréales. À l'origine, les céréales sont des aliments sains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les industriels en ont fait des bombes caloriques qui participent à l'épidémie d'obésité. En France, les chiffres sont accablants. Près de 20% des jeunes de moins de 17 ans sont en surpoids ou obèses. Chez les adultes, c'est encore pire. Le chiffre dépasse les 50%. À tel point que l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Jusqu'ici, l'OMS recommandait aux adultes de ne pas consommer plus de 50 grammes de sucre par jour. Face à l'épidémie d'obésité, elle compte réduire cette recommandation à 25 grammes par jour, soit en gros l'équivalent de 6 carrés de sucre. Nous allons voir que de nombreuses marques de céréales font exploser ce taux de sucre recommandé. Des nutritionnistes comme Béatrice de Rênal dénoncent ces produits qu'ils appellent des bonbons céréales.
des plus sucrés. Ça doit être un produit comme ça. C'est du blé, c'est quelque chose qui a la forme d'un grain de blé, mais vraiment avec la moitié de sucre, il y a 43% de sucre dedans, donc c'est trop sucré. C'est beaucoup sucré, 43 grammes 43, c'est énorme, ça veut dire que c'est à peu près la moitié, vous vous rendez pas compte, c'est comme si vous mangiez sur un morceau de pain 3 morceaux de sucre, donc c'est très sucré. Ces produits sont boostés en sucre en poudre, du sucre dit rapide, qui est trop vite assimilé par votre corps. Conséquence, à 10 heures, vous avez faim, vous grignotez et vous prenez du poids. Nous, on a fait l'inventaire des céréales les plus sucrées. Parmi les plus mauvais élèves, on trouve Frosties, 37% de sucre. Et encore pire, Smacks, à 43%. Près de la moitié du paquet est en fait rempli de sucre. Ces deux marques appartiennent au leader mondial américain, Kellogg's. Mais il y a encore pire que des céréales trop sucrées. Il y a les trop sucrées et trop grasses, comme une tablette de chocolat. Trésor de Kellogg's, un trésor pour les chocoforts. Moi, je fais un peu la guerre avec ça, c'est les produits fourrés. Hein, donc ça, c'est des graisses saturées en plus. Donc vraiment, si vous voulez faire du mal à un enfant, vous lui donnez des produits comme ça. C'est gras saturé avec du sucre. C'est l'idéal pour rendre obèse et malade en même temps. Aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont des crises cardiaques avant leurs parents. Donc, et qui ont du diabète avant leurs parents. Dans le palmarès des plus gras, il n'y a pas que les céréales fourrées. On trouve aussi les mueslis croustillants destinés aux adultes. Alors, pour trouver des produits sains, faut-il plutôt se tourner vers des marques qui promettent de garder la ligne? Le leader dans cette gamme dite ligne et forme, c'est Special K de Kellogg's, suivi par Fitness de Nestlé. À eux deux, ils représentent presque 20% des ventes de céréales adultes. Pourquoi un tel succès? Souvenez-vous, avec près de 6 adultes sur 10 en surpoids ou obèses, l'argument minceur trouve facilement un large public. Dans cette gamme, on trouve d'abord Special K et Fitness Nature. En gros, ils apportent 1% de gras et 17% de sucre. Ce n'est pas négligeable pour des céréales qui se disent spéciales lignes, mais ça reste raisonnable. Le problème, ce sont plutôt les déclinaisons. Au chocolat noir, chocolat blanc, aux noisettes, aux fruits secs ou au miel. Nous avons demandé à Béatrice de Rênal si ces céréales dites minceurs aident à avoir la même silhouette fine que sur le paquet. Quand on regarde ce qu'ils ont dans le ventre, on voit que là-dedans, vous avez 23% de sucre. C'est-à-dire qu'un quart de ce paquet est fait avec du sucre. Si vous voulez mincir, c'est pas le sucre qu'on va vous conseiller en premier. Hein. Un quart de sucre pour le Special K chocolat, c'est autant que certaines marques pour enfants, absolument pas light, comme celle-ci. Pourtant, cet argument minceur, les industriels l'ont toujours utilisé dans leur publicité. Fitness vous aide à être mince et surtout à le rester. Voilà une nouvelle qui mérite d'être partagée. Avant, Nestlé affirmait clairement que Fitness allait vous faire maigrir. Dans ce spot de Kellogg's, c'est encore plus évident. Si comme Lucie, vous vous êtes un peu laissé aller pendant les fêtes, c'est maintenant qu'il faut réagir avec Special K. 2 bols sur 2 repas pendant 2 semaines. Et regardez Lucie, ça y est, elle y est arrivée. Il n'y a pas plus simple pour retrouver votre ligne. Ça, c'était avant 2006. Cette année-là, une nouvelle réglementation européenne vient bousculer ce monde magique. Les fausses allégations minceurs sont désormais interdites. Alors aujourd'hui, les pubs, elles sont comme ça. Cette année, concentrons-nous sur tout ce que nous avons à gagner. Maintenant, on ne vous dit plus directement que vous allez maigrir, on vous le suggère. Vous comprenez la même chose, mais c'est légal. Une hypocrisie qui peut aller loin, jusqu'à mentir aux consommateurs. Pendant plusieurs années, Kellogg's a apposé sur ses paquets Special K un logo indiquant 0% de matière grasse, alors qu'il y avait bien des matières grasses. En 2008, Kellogg's est condamné à 15 000 € d'amende pour publicité mensongère. Exit le logo trompeur. Aujourd'hui, ce sont surtout les prix qui sont trompeurs. Pour ces céréales dites minceurs,
les industriels réussissent à vous faire payer au passage 6 à 11 € le kilo, alors qu'il en existe d'autres 3 fois moins chers, moins grasses et moins sucrées, comme les cornflakes nature. Les cornflakes, ce sont les premières céréales à avoir été commercialisées. Elles n'étaient ni grasses ni sucrées, bien au contraire. Elles étaient destinées aux patients de ce sanatorium aux États-Unis, dans le Michigan, à la fin du 19e siècle. Pour être en forme, les malades ont besoin d'un petit déjeuner revigorant. Alors, le docteur Kellogg's invente une nouvelle recette. Des grains de maïs cuits et aplatis, les cornflakes sont nés. Et ça marche, les patients en redemandent. En bon businessman, Will Kellogg's, le frère du docteur Kellogg's, pressent un filon. Il décide d'ouvrir une usine et de commercialiser les cornflakes dans tous les États-Unis. Et pour rendre ces cornflakes encore plus attirants, il ajoute un ingrédient miracle, du sucre. Le succès est immédiat. En 1968, Kellogg's et ses cornflakes débarquent en France. Bonjour. Le matin, ça doit aller vite. Mais un petit déjeuner Kellogg's ne prend vraiment pas beaucoup de temps. À cette époque, la femme au foyer devient une femme active. Alors le matin, elle veut gagner du temps. Vite préparés, les cornflakes vont petit à petit concurrencer le traditionnel pain confiture. C'est tellement vite préparé, pas de cuisson et surtout, madame, presque pas de vaisselle. Kellogg's Cornflakes, sans discussion. Aujourd'hui, à côté des cornflakes, on trouve des dizaines d'autres gammes de céréales. Beaucoup sont très sucrées, mais souvent à votre insu. Pour vous faire croire que vous n'avalez pas trop de sucre, les industriels n'hésitent pas à utiliser des méthodes à la limite de la manipulation. Sur les paquets Trésor, par exemple, c'est très clair. L'industriel vous indique qu'un paquet, c'est 13 bols pleins de céréales, ou autrement dit, 13 portions de 30 grammes. Vous en déduisez donc que lorsque votre enfant se sert un bol le matin, il mange 30 grammes de céréales. Pour savoir à quoi cela correspond sur le plan nutritionnel, vous regardez sur la tranche du paquet. Là, le fabricant vous informe que pour 30 grammes de céréales, votre enfant avale 9 grammes de sucre rapide. Cela reste raisonnable. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avons voulu vérifier ce que représentaient exactement 30 grammes de Trésor. Pour cela, nous faisons d'abord la tare, c'est-à-dire que nous ôtons le poids du bol. En fait, 30 grammes de Trésor remplissent à peine un tiers du bol. Rien à voir avec la photo du paquet. Le bol plein sur la photo de Kellogg's, c'est en fait une coupelle. Kellogg's, mais aussi Nestlé et beaucoup d'autres marques, utilisent pourtant cette référence de 30 grammes sur leur paquet. Les enfants se contentent-ils réellement de cette mini-ration le matin? Pour en avoir une idée, nous invitons 4 enfants et 3 adolescentes à un petit déjeuner. Je trouve le paquet et c'est toi qui vas te servir tout seul comme un grand, d'accord? Tu manges ça chez toi le matin? Oui. Avec Les enfants se sont-ils bien servis des portions de 30 grammes, comme le suggèrent les industriels sur leur paquet? Heidi s'est servi davantage. Le contenu de son bol frôle les 50 grammes. Et encore, cela reste moins lourd que la portion de Victor. Voilà. Alors, donc Victor, il a 85,8 grammes en gros. Soit 3 fois la fameuse dose de référence. La palme revient à une de nos ados avec 135 grammes de Trésor, soit plus de 4 fois les 30 grammes. Bon appétit! Merci. Et les enfants n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre, ils ont bien tout mangé.
Alors pourquoi les industriels tiennent-ils autant à indiquer seulement 30 grammes sur leur paquet? Tout simplement pour éviter de préciser que vos enfants explosent le taux de sucre recommandé quand ils se servent un bol plein, avec les risques pour la santé qui vont avec. En effet, une coupelle avec 30 grammes de Trésor, c'est seulement un peu plus de 2 morceaux de sucre. Un bol plein, en revanche, c'est l'équivalent de plus de 10 morceaux, c'est-à-dire autant de sucre que si vous donniez ces 10 bonbons à votre enfant. Nous avons voulu savoir pourquoi les fabricants étaient si peu transparents vis-à-vis des consommateurs. Nous avons contacté Kellogg's à plusieurs reprises, sans succès. Nous décidons alors de nous rendre au siège social de Kellogg's France, à Noisy-le-Grand, en région parisienne. Nous venons solliciter une interview du PDG. Bonjour. Nous sommes reçus par une représentante du service communication. Je ne peux pas répondre à vos questions parce que je ne suis pas habilitée à le faire. Sachez que là, tout de suite, on ne va pas pouvoir vous recevoir parce que ni la responsable communication ni le PDG ne sont là. Dites-leur que si on n'a pas d'interview, évidemment, dans le film, on va dire qu'on vous a sollicité, que vous avez refusé. Et la première question que les gens vont se poser, c'est qu'est-ce que Kellogg's veut cacher? Bien sûr. Donc malheureusement, là pour le moment, je ne peux rien pour vous, ni répondre à vos questions, ni vous donner un rendez-vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, mesdames. Trois heures après notre passage, nous avons reçu par mail une réponse qui tient en 2 phrases. C'est négatif. Contrairement à Kellogg's, Nestlé France a choisi d'être transparent. Christophe Elias, le directeur général de Cereal Partners, la filiale de Nestlé qui fabrique les céréales, nous accueille dans son bureau. En 10 ans, Nestlé a modifié ses recettes et aujourd'hui, leurs céréales sont moins sucrées que celles de leurs concurrents Kellogg's. Mais malgré cet effort, leurs produits phares restent encore très sucrés. Alors par exemple sur une marque comme Chocapic, c'est une de vos marques les plus connues. Donc aujourd'hui pour 100 grammes, Chocapic a 28,8 grammes de sucre, donc plus d'un quart de sucre. Ça fait quand même beaucoup, c'est pas un peu juste pour lutter contre le surpoids des enfants? Oui, il y a du sucre dans nos produits, mais dans des quantités tout à fait raisonnables. Si on prend une portion de 30 grammes, ça correspond un peu moins de 1,5 morceaux de sucre, ce qui est tout à fait raisonnable. On va faire un petit calcul ensemble. J'ai apporté une balance. Moi j'ai des enfants, je vous montre comment ils se servent le matin. Ouais. Ils se servent, pas à ras-bord, mais voilà. Ils se servent à peu près comme ça. Là, il y a 60 grammes. 60 grammes, c'est le double de la portion annoncée par Nestlé. Alors pourquoi les industriels choisissent-ils cette référence de 30 grammes? On a des études extrêmement sérieuses qui ne sont pas faites par nous, évidemment, qui montrent que les plus jeunes enfants, donc 7-8 ans, qui sont les enfants au cœur des cibles de certains de nos produits, consomment 30 grammes de céréales au petit déjeuner. Ce 30 grammes, c'est la portion moyenne pour quelle tranche d'âge? Alors je vous dis, c'est la consommation réelle des enfants de 7 à 8 ans. 7 à 8 ans? Apparemment, notre interlocuteur se trompe. Nous nous sommes procuré l'étude évoquée par Nestlé. Selon le document, 30 grammes ne correspond qu'à la consommation des tout petits de 3 à 6 ans. Pourtant, les industriels la choisissent comme portion de référence sur les paquets. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu fourbe de votre part et des industriels en général? Comme par hasard, vous avez pris la plus petite portion, comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, puisque le sucre est calculé sur 30 grammes. Est-ce que c'est pas une façon un peu de dissimuler le taux de sucre au consommateur? C'est pas une façon du tout de dissimuler le taux de sucre, puisqu'on donne aussi des indications pour 100 grammes. On est le plus transparent possible, si vous voulez, sur les quantités réelles des nutriments qui composent nos produits. Il est difficile pour un fabricant comme nous de baisser très très vite, très très fortement les quantités et pourquoi de sucre, par exemple, parce que les enfants arrêtent de consommer les produits. Et puis s'ils arrêtent de consommer vos produits, vous perdez de l'argent chez Nestlé, vous perdez les marchés. Une entreprise se doit effectivement de vendre, c'est évident. Et pour vendre, il y a un moyen imparable, c'est la publicité auprès des enfants.
Et là, le marketing des industriels est affûté pour cibler tous les âges. Univers enchanté avec chorégraphie pour les petites filles. J'ai un match moi ce matin. Wow, Tony Parker. Allez, justement. Idole du sport pour les garçons. Alors les enfants, prêts à rejoindre la Ligue des Oufs? Retrouve tes Ouf Balls 2012 dans tes paquets. Objets à collectionner ou cadeaux à gagner. On peut gagner un jeu vidéo. Ouais. Lui, il trouve que ces spots pour des céréales sucrées sont justement trop efficaces. Il y a 4 ans, avec plusieurs associations de consommateurs, il a mené un combat pour les faire interdire aux heures où les enfants sont devant la télévision. La raison pour laquelle on se bat sur ce dossier, c'est parce qu'il y a un vrai problème de santé au niveau des enfants vis-à-vis de la surconsommation de sucre et de gras. On s'est rendu compte que ce sont les enfants qui regardent le plus les publicités, et donc du coup, les publicités pour les produits riches en matières grasses, en sucre et ce type de céréales du petit déjeuner, qui vont réclamer à leurs parents ce type de produits. Et au final, c'est effectivement ces produits-là qu'on va trouver en majorité dans les placards ou dans les réfrigérateurs des familles concernées. Dans son combat en 2008, il trouve une alliée, Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé de l'époque. Elle est favorable à une loi qui interdirait la publicité des produits trop gras et trop sucrés pendant les émissions jeunesse. Alors en coulisses, les lobbies des industriels vont essayer de torpiller cette idée de loi. Face à eux, les associations de consommateurs ne vont pas faire le poids. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Rien. Ce sont les lobbies qui ont gagné. Et leur stratégie, elle est très simple. C'est de dire au pouvoir public, ça n'est pas la peine de légiférer, de faire des lois qu'ensuite il faudra contrôler. Faites-nous confiance. Nous, on va faire une magnifique charte d'engagement et on s'engage à la respecter. La magnifique charte signée par Kellogg's, la voici. À première vue, l'industriel renonce à la publicité de toutes ces céréales qui seraient trop grasses et trop sucrées. Un sacrifice tout à son honneur. Kellogg's ne diffusera pas de publicité pour des aliments qui ne répondraient pas à nos critères nutritionnels dans des émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans. Chez Nestlé, même engagement. La marque a aussi signé une charte similaire de bonne conduite. Si l'on comprend bien, on ne devrait donc plus trouver de pub pour des céréales trop sucrées pendant les émissions jeunesse. Pour le vérifier, nous nous rendons chez Kantar Media à Chambourcy, en région parisienne. Cette entreprise possède un super logiciel capable de repérer et d'identifier toutes les publicités diffusées à n'importe quelle heure de la journée. Denis Gaucher en est le directeur général. Il détient une étude qui comptabilise tous les spots de céréales diffusés par an. Première information, il est difficile d'échapper à ces publicités, tant elles sont nombreuses. En 2013, nous avons recensé 65 000 spots dédiés aux céréales sur le corpus des chaînes de télévision françaises. Cela représente 175 spots par jour qui ont été diffusés sur ce secteur d'activité. Donc on voit un pic relativement important en matinée, entre 7h et 8h30. 7h, 8h30, quelle coïncidence! C'est pile au moment où la télévision programme des dessins animés pour les enfants qui prennent leur petit déjeuner. Et devinez quels industriels diffusent à cette heure-là. Donc on va retrouver Miel Pops, qui est énormément diffusé dans cette tranche horaire pour Kellogg's. Et on va avoir Choc à Pic pour Nestlé, qui également communique beaucoup en fait sur cette tranche horaire de 7h à 8h30, on va dire. Donc, Kellogg's et Nestlé continuent à faire de la publicité pour leurs céréales sucrées pendant des émissions jeunesse, alors qu'ils ont signé des chartes qui disent le contraire. Comment cela est-il possible ? Olivier Andro a lu attentivement la charte de Kellogg's et il a repéré une astuce. Voici ce que dit Kellogg's. Kellogg's ne diffusera pas de la publicité pour des aliments qui ne répondraient pas à nos critères nutritionnels.
Mais cette phrase, ça veut dire quoi? Il s'engage à ne pas faire de publicité pour des produits qui ne respecteraient pas les critères nutritionnels définis par Kellogg's. Et c'est là où c'est intéressant. Nos critères nutritionnels, c'est pas plus de 200 kilocalories par portion et pas plus de 12 grammes de sucre par portion. Alors, à partir de combien de pourcents de sucre Kellogg's s'interdit-il de diffuser ses spots? Un petit calcul s'impose. Résultat, Kellogg's s'autorise à diffuser des publicités pour toutes ses céréales contenant jusqu'à 40% de sucre. 40% de sucre, c'est quand même beaucoup pour un produit qui se présente comme un produit sain, céréalier, etc. On n'est pas loin quand même de la moitié de l'apporter en sucre. Avec un taux de sucre aussi élevé, Kellogg's ne sacrifie que Smacks et sa grenouille, qui contient 43% de sucre. Il peut continuer à diffuser toutes les autres. C'est un peu juste pour lutter contre l'épidémie d'obésité. Franchement, les pouvoirs publics, est-ce que s'ils ne sont pas faits volontairement manipuler, qu'est-ce que ça cache derrière? C'est simplement parce qu'il y a eu un lobbying. Donc évidemment, le lobbying de l'industrie agroalimentaire, chantage à l'emploi, ça on connaît bien, la croissance, mais aussi lobbying des médias, et notamment des médias télévisés. Il est clair que les chaînes ont été faire pression auprès des cabinets ministériels en indiquant qu'ils avaient peur d'avoir une baisse de leurs ressources publicitaires si on mettait en place ce type de limitation. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les enfants continuent à réclamer les céréales qu'ils ont vues à la télé. Et au cas où les parents hésiteraient à les acheter, les fabricants ont trouvé une astuce pour les convaincre en leur donnant des cours de nutrition à la limite de la désinformation. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les céréales Kellogg's, que vos enfants adorent, sont riches en fer et en vitamine B et D. Ce discours se retrouve aussi sur les paquets destinés aux adultes. À les lire, les céréales semblent être une source inépuisable de vitamines et de minéraux. Mais attention, pour la nutritionniste Béatrice de Rênal, c'est de l'intox. Le blé n'est pas du tout source de calcium ni de vitamine D. Donc là, en fait, c'est un carbonate de calcium qui a été ajouté au produit. Les industriels vont jusqu'à ajouter 7 vitamines, du calcium et du fer. Un cocktail artificiel pour doper notre santé ou leur vente. Cet enrichissement-là, c'est un faire-valoir marketing, il faut le considérer comme ça, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Tout ça est fait pour dire à la maman ou aux parents, si vous voulez que votre enfant grandisse bien, il faut acheter celui-là. Et effectivement, le calcium et la vitamine D sont indispensables, mais franchement, nous les nutritionnistes, on préfère avoir du calcium et de la vitamine D à travers le lait que l'on consomme ou les produits laitiers et pas à travers d'autres sources comme des bonbons par exemple, ce qui est le cas ici. Donc c'est comme si vous donniez des morceaux de sucre avec un mélange de vitamines dessus dont les enfants n'ont pas besoin. Donc si vous voulez, ça a autant de sens que ça. Alors comment choisir les céréales les plus saines, qu'elles soient pour les enfants ou pour les adultes? C'est simple, il suffit de vérifier les taux de sucre et de gras indiqués sur les paquets. Sauf que ce n'est pas si simple. Des tableaux truffés de chiffres, des pourcentages par dizaines, des sigles et des abréviations incompréhensibles, des mots savants comme lipides, glucides ou sodium. Alors, comment s'y retrouver? La solution se trouve dans ce colis qu'on s'est fait envoyer de Grande-Bretagne. À l'intérieur, une boîte de céréales vendue dans les supermarchés anglais. Dessus, on trouve un code couleur inspiré des feux tricolores de la circulation. Vert, orange, rouge. Ici, par exemple, le gras hérite de pastilles vertes car il y en a peu. En revanche, le sucre apparaît en rouge car il y en a beaucoup. C'est basique et compréhensible par tous. Tellement simple qu'il est question de l'appliquer en France. Cet homme, le professeur Herberg, a rendu un rapport au ministère de la Santé dans lequel il préconise l'instauration d'un code couleur. On sait que ces systèmes simples de couleurs sont ceux qui vont être vus et le mieux compris par des populations qui d'habitude échappent à l'étiquetage traditionnel. Donc les populations par exemple, les plus défavorisées, donc c'est un système démocratique qui permet de lutter contre les inégalités sociales de santé.
Le professeur Herberg réussira-t-il à imposer un code couleur en France? Ce n'est pas gagné. Une autre personne a tenté de le faire, mais au niveau européen cette fois. Elle est députée anglaise et elle s'appelle Glenys Wilmot. En 2010, son projet a été vivement combattu par les lobbies agroalimentaires. De quoi les industriels ont-ils eu peur? La réponse se trouve peut-être dans ce rapport réalisé pour le ministère de la Santé. L'étude montre qu'avec un code tricolore, les consommateurs achèteraient 15% de produits gras et sucrés en moins, une baisse importante. Si nous prenons les céréales pour enfants, dans le système anglais, elles seraient quasiment toutes affublées d'un rouge pour les sucres. Pour certaines marques destinées aux adultes, même punition. Pas très vendeur. Pour empêcher cela, les lobbies ont exercé une pression considérable sur les parlementaires. Dans l'hémicycle, la députée Glenys Wilmot a même critiqué ouvertement leur comportement. Il y a eu une énorme pression de l'industrie, un lobbying massif. Certains ont même été invités à dîner et tout ce qui s'ensuit. Je voudrais juste dire aux collègues, quand vous allez voter, réfléchissez bien en toute sincérité. Est-ce que vous écoutez seulement le lobby de l'industrie ou alors ce que nous demandent vraiment les consommateurs? À la question de Glenys Wilmot, la réponse du vote. Les députés rejettent les codes couleurs anglais. Parmi les entreprises qui avaient milité contre ce code couleur, on retrouve Nestlé. Un feu rouge est très anxiogène. Quand on est dans la rue et qu'on voit un feu rouge, on s'arrête, on ne passe pas. Si vous voulez. Et le principe des feux tricolores, pour nous, est à la fois réducteur et en même temps anxiogène. J'ai relooké vos paquets avec ce code tricolore s'il avait été appliqué. Alors, pour le sucre, donc les Choc-a-Pic, ils seraient rouges. Les Lions, ils seraient rouges. Les chocolats, ils seraient rouges. Et les Cookie Crisp aussi seraient rouges. Est-ce que lutter contre ces feux tricolores et contre, c'était pas plutôt parce que vous aviez peur de perdre des ventes? Évidemment, c'est pas un feu rouge, c'est pas forcément très attractif pour le consommateur, ça on en est bien conscient. Et en même temps, vous dites, voilà, toutes nos céréales sont rouges, et donc toutes les céréales du marché sont rouges, vraisemblablement, puisque nos produits sont parmi les moins sucrés du marché. Non, regardez, ça, c'est cornflakes. 1,1 g de sucre pour 100 grammes, comme quoi c'est possible, c'est vert. Oui, alors, oui, c'est vert. Simplement, comment ce produit est-il consommé? Nous, on a fait un certain nombre d'études privées, d'études internes, qui montrent que quand on donne un produit sans sucre au consommateur, il le sucre. Mais au moins, le consommateur, il a la maîtrise du sucre qu'il va ajouter, tandis que là, on est obligé de se prendre les 28 Il a aussi la maîtrise, il a aussi la décision de ne pas consommer nos produits, si vous voulez. On n'impose à personne de consommer nos produits. À la place des feux tricolores, les industriels ont inventé ça. 5 pastilles avec des mots compliqués, comme repères nutritionnels journaliers, et surtout des chiffres et des pourcentages en pagaille. Ce système, vous le trouvez mieux que les feux tricolores? Vous le trouvez plus... On le trouve simple et clair. Simple et clair, d'accord. Les consommateurs trouvent-ils eux aussi ces pastilles simples et claires? Nous les avons testées auprès de clients pris au hasard dans un supermarché. Voici ce qu'ils comprennent. Quand vous lisez les informations, il y a combien de grammes de sucre dans ce paquet? Une portion de 30 grammes contient 8% de sucre. En fait, pour 30 grammes de céréales qu'on prend, il y aura 8% de sucre en tout. Donc dans chaque pétale de céréales, il y a 8% de sucre. D'accord. Globalement, il y a 8% dans la préparation. D'accord, c'est ce que vous comprenez. Je ne sais pas si c'est ça, mais oui, c'est ce que je dirais. 7,1 g de sucre, c'est-à-dire 8% de sucre dans le paquet. Quand vous lisez, vous comprenez 8% de sucre dans le paquet? Oui, voilà. D'accord. Pour moi, il y a 8% de sucre dans le paquet. Les consommateurs comprennent qu'il y a seulement 8% de sucre, alors qu'en vérité, il y a environ 25% de sucre dans ces céréales, soit 3 fois plus. Le 8% indiqué signifie en fait qu'en mangeant une portion, vous avez mangé 8% du total de sucre qu'on vous conseille d'avaler dans une journée, ce qu'on appelle les repères nutritionnels journaliers.
Vous n'avez rien compris? C'est normal. À se demander si ce n'est pas fait exprès. Vous avez compris qu'il n'y avait que 8% de sucre, en fait il y a 25% de sucre. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire de la part des industriels? Ils le font exprès, bien sûr. C'est une ambiguïté qui a dû être étudiée pendant des heures par des par des ingénieurs. Ouais, ils jouent beaucoup avec les mots, je dirais. Il y a une subtilité. Comment dire, ils pèsent bien leurs mots, c'est-à-dire qu'ils sont très, ils sont fourbes, mon goût. Nous avons fait le test avec 10 consommateurs dans le rayon. 9 se sont trompés. Un résultat qui n'interpelle pas Christophe Elias chez Nestlé. Franchement, pour comprendre ça, il faut avoir fait des études de nutrition. C'est quand même... Enfin, c'est exagéré. Mais comment vous expliquez alors que les gens se trompent? Je ne sais pas, mais si vous avez de mauvais yeux comme moi et vous ne mettez pas les lunettes, vous n'allez peut-être pas voir non plus les chiffres. En l'occurrence, moi je n'étais pas là si vous, sur votre micro-trottoir. Nous on fait aussi des études internes et on a très clairement validé que les choses étaient relativement claires. Alors, à quand un étiquetage réellement simple et clair qui vous permettrait de savoir si un produit est sain ou pas? Dans son rapport remis au ministère de la Santé, le professeur Herberg préconise un code non pas à 3, mais à 5 couleurs. Vert, jaune, orange, fuchsia et rouge. Nous calculons un score au travers de la présence de gras, de sucre, de sel, la quantité de calories. On tient compte s'il y a des fibres, s'il y a des fruits et légumes. Et ce score permet d'aboutir à un chiffre qui va permettre de dire, eh bien, ce produit, il est plutôt vert. À ce moment-là, on va grossir le cercle vert. Il suffira de voir quelle est la couleur qui est grossie pour comprendre eh bien, qu'on est plutôt dans un aliment très favorable sur le plan nutritionnel, d'un aliment très défavorable s'il est rouge. Son projet est soutenu par les associations de consommateurs les plus importantes, comme la CLCV représentée par Charles Pernin. Ce code 5 couleurs va être soumis au vote cette année à l'Assemblée nationale. Charles Pernin espère que Marisol Touraine, la ministre de la Santé, va le défendre sans faillir. Mais en coulisses, des pressions s'exercent contre ce projet de loi au sein même du gouvernement. L'étiquetage en matière d'alimentation, ça concerne aussi le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui est très à l'écoute des intérêts de l'industrie agroalimentaire, et le ministère également de l'économie et des finances, Bercy, qui, lui, par principe, est très à l'écoute des intérêts des entreprises en général et de l'industrie agroalimentaire en particulier, puisque vous savez que l'agroalimentaire, c'est un des secteurs phares de notre économie. Ce secteur phare est représenté par l'ANIA, la puissante association nationale de l'industrie agroalimentaire, à l'organigramme tentaculaire. Elle regroupe 22 fédérations, dont Alliance 7, qui réunit notamment Nestlé et Kellogg's. En tout, l'ANIA représente près de 12 000 entreprises françaises. En coulisses, l'ANIA multiplie les actions de lobbying contre les codes couleurs. Pour preuve, ce mail que nous nous sommes procuré. Il est rédigé par Jean-Philippe Girard, le président de l'ANIA. Il s'adresse à Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous faisons découvrir ce mail à Charles Pernin. Alors, ce qu'on remarque immédiatement à la lecture de ce mail, c'est déjà une forme de connivence. Monsieur le ministre, cher Stéphane. Vous, quand vous allez voir la ministre de la Santé, vous dites bonjour Marisol ou vous dites madame Il est clair que lorsque nous adressons aux ministres, ce que nous faisons régulièrement ou lorsque nous les rencontrons, nous n'allons pas les appeler cher Stéphane ou cher Marisol Touraine. Et ce qui me frappe également, c'est que monsieur Girard évoque l'opposition personnelle de Stéphane Le Foll à l'étiquetage. Dans son mail, le président de l'ANIA est très clair quant à la position du ministre. Je sais également votre opposition personnelle à cette mesure, comme vous avez eu l'occasion de nous le rappeler. Notamment lors de notre rendez-vous avec le président de la République. Cet intense lobbying, jusqu'à l'Élysée, a-t-il porté ses fruits? Pour le savoir, nous avons demandé une interview à l'ANIA via leur attaché de presse. Effectivement, l'ANIA ne va pas répondre sur cette demande. Pour le code couleur, en tout cas, l'ANIA ne s'exprime pas là-dessus parce qu'il n'y a pas de position à été prise au niveau de l'ANIA. Donc sur le code couleur, on ne pourra pas répondre.
Aucune position n'aurait été prise à l'ANIA. Ça, c'est pour la réponse officielle. Officieusement, dans son mail, l'ANIA dit pourtant clairement le contraire. Vous connaissez notre opposition à ce système simpliste et discriminant pour nos produits. Cette contradiction nous incite à interpeller la directrice générale de l'ANIA à la Maison de la Mutualité. Ce jour-là, elle assiste à un colloque sur l'étiquetage nutritionnel, justement. Nous nous y invitons et quand elle sort de la salle, nous l'abordons. Madame Chapalin, bonjour. Je travaille pour France 5. Oui. Pour l'étiquetage 5 couleurs, est-ce que vous faites du lobbying auprès des ministères? Parce que j'ai un document, une lettre que votre président de l'ANIA a envoyée au ministre de l'Agriculture pour lui demander de vous soutenir pour que ce code 5 couleurs ne soit pas voté. On écrit beaucoup de courriers aux différents ministres. Est-ce que le ministre de l'Agriculture va vous soutenir pour que ce code 5 couleurs ne soit pas voté cet hiver? Est-ce qu'il vous écoute à l'ANIA? Ce sont des règles qui sont définies au niveau européen. Est-ce que le président de l'ANIA est un intime de M. Le Foll? Parce que dans sa lettre, il commence par « Cher Stéphane ». C'est un intime de M. Girard, M. Le Foll? Je ne dirais pas non, c'est un intime de M. Le Foll, absolument. Est-ce que vous acceptez une interview au sujet du code 5 couleurs pour France 5? Là, certainement pas. Pas tout de suite, mais prochainement. Je suis très en retard à rendez-vous. Merci, bonne journée. Nous avons de nouveau envoyé une demande d'interview par mail. Nous ne recevrons aucune réponse. Alors, nous décidons d'aller voir directement le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il vient faire un petit discours sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour lancer la 25e semaine du goût. Nous en profitons pour lui demander ce qu'il pense des codes couleurs. C'est bon, merci. Ce projet de code couleur, vous êtes pour ou vous êtes contre? Moi, je n'y suis pas favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les couleurs, et selon les produits, je vais prendre l'exemple du miel. Alors moi, je fais un reportage sur les céréales du petit déjeuner, par exemple. Prenons l'exemple des céréales. Prenons le miel. Le miel, quelle sera sa couleur? Rouge, parce que c'est du sucre. Mais c'est en même temps très bon. Pour les céréales du petit déjeuner, certaines seront vertes, d'autres oranges, d'autres rouges. Et au moins, les consommateurs pourront savoir si les céréales qu'ils achètent sont trop grasses ou trop sucrées. Oui, d'accord. Mais là, vous me prenez. Alors, comme toujours, si vous faites un reportage sur les céréales, oui, il faut lutter contre l'obésité. Je l'ai dit d'ailleurs, la semaine dernière, on a signé avec les représentants des boissons rafraîchissantes moins de sucre, plus de publicité là où les enfants de moins de 12 ans sont à la télé. Sur les céréales, c'est pareil. On va regarder, il faut qu'il y ait moins de sucre. Ce sont des produits qui sont utilisés beaucoup par les enfants, donc il faut faire attention. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais alors après, est-ce que... Ça pourrait aider les parents à les guider. Bien, en admettant que pour les céréales, ça s'applique aux céréales, oui, à la limite. Donc là, vous seriez favorable sur votre couleur? Arrêtez de vouloir m'emmener sur un sujet. Je comprends que c'est votre sujet. Mon sujet, moi, c'est toute l'alimentation. D'accord? J'ai une lettre du président de l'ANIA. Vous soutenez l'industrie agroalimentaire contre ce code couleur? Je voudrais qu'on arrête de considérer qu'un ministre, c'est un lobbyiste. Là, franchement, c'est une insulte que vous me faites et que je ne l'accepte pas. Dernière question, est-ce que... J'ai fait, vous avez posé... Est-ce que vous êtes un intime de M. Girard de l'ANIA? Ça va, je ne suis pas un lobbyiste. Alors, les enfants, voilà ce qui... L'opposition de Stéphane Le Foll au code couleur a-t-elle été déterminante? Là, c'est le lobby de l'électricité. Merci à vous. Franchement, vous êtes chiant. Je ne suis pas un lobbyiste, d'accord? Une semaine plus tard, la ministre de la Santé annonçait que les codes couleurs seront facultatifs. Les industriels seront libres de la poser sur leurs produits ou pas. Autant dire que c'est un enterrement du projet qui ne dit pas son nom. Alors, comment faire pour donner à nos enfants un petit déjeuner sain à base de céréales? Le problème, c'est que les plus diététiques comme les flocons d'avoine ou les muesli n'attirent pas les enfants. Je préfère les céréales avec du chocolat. Pas assez ludique, pas assez chocolaté. La solution, nous la trouvons à Vichy, en Auvergne. Dans cette ville célèbre pour ses cures thermales, un chef cuisinier
Pierre-Yves Lorjou s'est spécialisé dans la cuisine diététique. Les céréales au petit déjeuner, il est pour. Alors il a inventé une recette saine pour ses enfants. Une recette qui croustille, avec en plus l'ingrédient plébiscité par les petits, le chocolat. Alors les ingrédients, des cornflakes, des pétales de cornflakes, des dés de pommes qu'on achète, tout fait, on voit bien, c'est des pommes séchées. Donc voilà, du chocolat noir et du fromage blanc. Tout ça pour moins de 15% de sucre et de gras. On est loin des taux des céréales industrielles. Parmi les ingrédients, pas de sucre en poudre. Sa recette ne contient que des sucres naturels de fruits. Des pommes séchées, la valeur, vous voyez, d'une cuillère et demie. Voilà. C'est quoi l'avantage des pommes, ces pommes séchées? Ça apporte ce côté sucré que de toute façon l'enfant va rechercher, donc il va falloir lui apporter. Ça évite en même temps de rajouter du sucre. Je remue. Deuxième astuce, pour avoir du croustillant, pas besoin de céréales industrielles enrobées de sucre. Il suffit d'utiliser du fromage blanc à la place du lait. Et ce qu'il y a aussi, vous allez voir, c'est que ça va rester dessus. Voilà. Et ça, c'est important? Oui, parce que normalement, ça s'imbibe du lait et ça devient mou. C'est forcément très bon et l'enfant ne mange pas. Ce qui fait que l'enfant consomme, c'est ce côté amusant. Donc, parce que ça croustille. Dernière astuce du chef, il choisit des cornflakes nature. Ils ne contiennent que 2% de sucre, le sucre naturel du maïs. Cela donne de la marge pour ajouter un peu de gras et de sucré, avec le chocolat, l'ingrédient indispensable pour plaire aux enfants. Ça, à partir du moment où un enfant mange ça le matin, après on n'est plus exposé à ce problème de faim qui intervient au milieu de la matinée. Ça évite les grignotages. La solution pour le petit déjeuner, elle est simple finalement. Il suffit de composer soi-même son bol en choisissant ce qui se rapproche le plus du grain de céréales, comme les cornflakes nature, mais aussi les muesli, les flocons d'avoine ou les pétales d'épeautre. Ce sera plus sain que les bonbons céréales des industriels et moins calorique que les produits spécial minceurs. Vous pouvez choisir ces céréales parmi les moins chères en piochant dans les marques de distributeurs ou les premiers prix. Nutritionnellement, il n'y a pas vraiment de différence. D'une façon générale, si vous voulez savoir si vos céréales sont trop sucrées, regardez le tableau nutritionnel. Dans la colonne des 100 grammes, il est indiqué glucides dont sucre. S'il y a plus de 25 grammes de sucre, c'est trop. Côté marque, attention, certains produits Kellogg's présentent les taux parmi les plus élevés de sucre et de gras. Cela explique-t-il leur absence de transparence et leur refus permanent de répondre à nos questions? À l'issue de notre enquête, on se demande toujours ce qu'ils ont à cacher.